magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Le Togo fait face depuis 2007 à des inondations de plus en plus dévastatrices consécutives à des pluies diluviennes. Inondations dont la gestion s'est limitée presque essentiellement aux actions humanitaires d'urgence. Quelles peuvent en être les causes et quels comportements pour les éviter? Les réponses dans ce journal. Journée internationale de lutte contre le paludisme ce 25 avril. La maladie a frappé 228 millions de personnes en 2018 et en a tué 405 000. Des chiffres élevés qui pourraient l'être encore plus en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Classement mondial RSF de 2020 de la liberté de presse. Le Togo occupe la 71e place, un score qui confirme la volonté du pays de poursuivre ses réformes en matière de liberté d'opinion et d'expression. Qu'est-ce qui a milité en faveur de la performance du Togo et que faut-il entreprendre pour maintenir la barre? Monsieur Arimia Ochanyao, président du CONAP, nous en parle dans cette édition. Nous recevons également, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les associations Monde Solidaire et Centre de la médecine naturelle d'Ibodi. Elles accompagnent le gouvernement dans la sensibilisation et la désinfection des lieux de vente à Lomé. Que font concrètement ces deux associations? Messieurs Dansoukossi et Komla Ehlan nous sont nos invités. Et puis à suivre également dans ce journal les échos du palais et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. D'abord, ce communiqué du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales relatif à la célébration du 60e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Bénédicte Kanda. Pour tenir compte de l'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République Faure Essozmna Gnassingbé dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, la célébration du 60e anniversaire de notre indépendance se fera ainsi qu'il suit. Dimanche 26 avril 2020 à 18h. Réanimation de la flamme de l'indépendance par le président de la République. Seuls les présidents des institutions de la République et les personnalités distinguées et invitées prendront part à cette cérémonie dans le strict respect des mesures barrières prises par le gouvernement contre la propagation du Covid-19. La mise en place doit être terminée à 17h30. Lundi 27 avril 2020. Prise d'armes présidée par le président de la République Faure Essozmna Gnassingbé au nouveau palais de la présidence. Sont invités à cette cérémonie les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, le bureau de l'Assemblée nationale, le général de division, chef d'état-major général des forces armées togolaises, les chefs d'état-major des différentes armées et les chefs-corps des FAT. La mise en place doit être terminée à 7h30. Et pour poursuivre ce communiqué de la HAC, dans le cadre des mesures d'atténuation de l'impact négatif des dispositions relatives à la lutte contre la propagation du Covid-19 au Togo et afin de soutenir la contribution des médias à la sensibilisation pour l'application des mesures et gestes barrières, le gouvernement, à titre exceptionnel, a décidé et débloqué en ce mois d'avril la subvention annuelle de l'aide de l'État à la presse privée. À cet effet, le président de la HAC, tout en rappelant que le montant de la subvention a été revu à la hausse de 50% à partir de l'exercice 2020, félicite et remercie le gouvernement pour cette sollicitude à l'endroit de la presse. Il invite l'ensemble des professionnels des médias à davantage de rigueur, de professionnalisme et de respect des règles déontologiques et éthiques dans le traitement quotidien des informations, quelle que soit leur nature. Le président de la HAC demande aux directeurs de publication, de radio et télévision d'intensifier la sensibilisation des populations en français et dans les langues nationales à travers leurs canaux habituels, tout en créant de nouveaux espaces pour une plus grande mobilisation de toutes les couches sociales de notre pays.
fait à Lomé le 24 avril 2020, le président Telo Pitalonani. La lutte contre le Covid-19 est devenue un combat de tous. Aux côtés du gouvernement, nombreuses sont ces associations et ONG qui entreprennent des actions pour vaincre la pandémie. C'est le cas des associations Monde Solidaire et Centre de la médecine naturelle d'Igodi, CMND. Elles ont désinfecté hier, vendredi, les locaux de Radio Lomé. Ézéchiel Kogo, vice-président du Centre de la médecine naturelle d'Igodi. Radio Lomé est un service qui fait beaucoup de choses au pays. Alors nous sommes venus aujourd'hui pour désinfecter les virus, pour rendre le milieu sain, ce qui peut favoriser au personnel d'être en bonne santé. Alors nous encourageons les autres associations de ne pas attendre l'argent du gouvernement d'entrer en action. Ils n'ont qu'à faire leur mieux pour eux aussi sensibiliser et désinfecter les lieux, comme aussi nous sommes en train de le faire. Un geste qui s'intègre dans les mesures et gestes barrières du gouvernement est hautement apprécié par les autorités de Radio Lomé. Monsieur Eric Kokovi-Cloutier, gestionnaire des ressources humaines à Radio Lomé. Effectivement, cet après-midi, ils sont à Radio Lomé pour désinfecter nos locaux. C'est le lieu de remercier les responsables de cette association qui ont pensé à Radio Lomé dans ce moment de propagation de coronavirus. Et c'est au nom du personnel de Radio Lomé que nous leur sommes reconnaissants pour le geste qu'ils ont placé à notre endroit. Jeûne du mois de Ramadan en pleine crise sanitaire liée au coronavirus. Les fidèles musulmans de par le monde vont devoir observer ce jeûne en respectant les mesures barrières édictées par le gouvernement togolais, des mesures qui pourraient impacter le déroulement du carême. Quelles sont les dispositions alternatives à suivre durant ce mois béni de Ramadan? Yakobo Wahabou Bénédicte Kanda. Le jeûne du mois de Ramadan mobilise un grand monde, soit pour les prières de l'aube, les prêches de l'après-midi et la rupture dans la soirée. Tous ces moments forts du jeûne ne peuvent plus être observés à cause de la maladie à coronavirus. Kolani Yaya, président du conseil consultatif de l'association des cadres musulmans du Togo. Il y a des activités spécifiques qu'il faut observer pendant ce mois-là. Il y a les prières obligatoires, il y a des prières surrogatoires que nous devons faire de jour comme de nuit, la lecture du Coran. Et donc, au cours de ce mois de Ramadan-là, la meilleure des pratiques en dehors de ce qui est obligatoire, c'est de lire abondamment le Coran. Pour la rupture du jeûne en soirée, le respect des mesures barrières est de rigueur. Les cadres musulmans invitent les bienfaiteurs et donateurs à privilégier des kits à déposer sous forme de dons chez les jeûneurs. Nous retrouvons Kolani Yaya. Le sens du jeûne nous enseigne qu'il faut se priver de certaines choses pour la cause d'Allah. C'est ça le jeûne. Il faut se priver de la nourriture parce qu'on veut se rapprocher de son Seigneur. Il faut se priver de l'eau parce qu'on veut se rapprocher de son Seigneur. Il faut se priver des plaisirs et des loisirs également parce qu'on doit se rapprocher de son Seigneur. Tout ce qu'on avait l'habitude de faire et on pense que c'est des comportements blâmables, le fait de mentir, le fait de faux témoignages, de tenir des propos non discourtois, même le fait de se fâcher. Quand on jeûne, notre bouche doit jeûner, nos yeux doivent jeûner, notre langue doit jeûner, même nos oreilles doivent jeûner. L'islam compte 5 piliers, le jeûne du Ramadan en est le 4e. Et puis voici la situation du coronavirus ce 25 avril 2020 au Togo. Cas actifs 28, cas guéris 62, cas de décès 6 et cas confirmés 96. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les associations Monde Solidaire et le Centre de la médecine naturelle d'Igodi, CMND, accompagnent depuis 3 semaines les efforts du gouvernement dans la sensibilisation et la désinfection des lieux de vente à Lomé. Que font concrètement ces deux associations? Nous en saurons davantage avec M. Dansou Kwasi, président de CMND, comme là et là, président Monde Solidaire, invité donc du journal. Alors, M. Dansou Kwasi, bonjour. Bonjour.
Monsieur Ilan, bonjour. Bonjour. Alors, vos associations donc accompagnent le gouvernement depuis quelques semaines déjà dans la sensibilisation contre le Covid-19. Alors, dites-nous concrètement, que font vos deux associations à travers les quartiers? Je donne la parole d'abord à M. Dansou. Oui, merci. Je remercie d'abord la radio Lomé et je continue toujours à remercier l'apport que le gouvernement a pris pour pouvoir nous aider et pour nous accompagner. Donc, de notre part, ce que nous faisons, si nous revenons à la question, c'est la sensibilisation en rappelant aussi à la population de respecter les mesures barrières prises par le gouvernement et de respecter les consignes données par l'OMS. Et M. Ilan? Oui, et tout à fait. Votre association, dans les quartiers, elle fait quoi concrètement? On fait la sensibilisation et on pulvérise les bureaux, et les bureaux des privés, certains bureaux étatiques. Comme vous l'avez fait hier. Comme on l'avait fait hier à Radio Lomé. Et on incite les gens à prendre conscience de la gravité de la maladie et de prendre des mesures adéquates pour pouvoir ne pas avoir la maladie. Je reviens à vous, M. Dansou. Quels sont les quartiers déjà touchés par vos activités? Nous pouvons dire qu'on a déjà fait Zanguera et ses environs. Et après, on est revenu à Djidogomassi. Et maintenant, la fois dernière, avant de revenir chez vous, on a encore fait Atigangome. Durant les 3 semaines, c'est les activités que vous avez menées. Les activités que nous avons menées. Très bien. Monsieur Ilan, oui. Que comptez-vous faire pour toucher les villes concernées, c'est-à-dire concernées par le coronavirus? Oui, comme pour le moment, vous êtes à Lomé. Nous sommes à Lomé. Voilà. On prévoit prendre un laissez-passer, une autorisation. On a déjà eu l'autorisation du ministre de la Santé et du directeur préfectoral de la Santé aussi pour pouvoir exercer dans la préfecture du Golfe. Donc on prévoit prendre une autorisation et laisser passer, aller dans les villes de l'intérieur et passer l'information à la population de l'intérieur jusqu'à 5 à 6 si c'est possible. Et ce sera toujours le même message? Oui, toujours le même message. Sensibilisation, désinfection, tout ça. Oui. Je reviens toujours à vous. Oui. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à initier une telle campagne, si on peut l'appeler ainsi? Oui, on a remarqué que malgré l'appel du gouvernement, les gens ne prêtent pas la maladie au sérieux. Et le peu de choses qu'on peut faire pour accompagner le gouvernement, l'information qu'on a, on aimerait partager en bénévolat avec la population, les faire prendre conscience de la maladie et puis prendre les mesures adéquates pour éviter ça. C'est surtout ça. Et depuis 3 semaines que vous êtes sur le terrain, que constatez-vous? Est-ce que le message que vous donnez, est-ce qu'il passe? Oui, la majorité des parties de la population prend conscience un peu. Il y a certains qui ne prennent pas la chose au sérieux, mais on essaie de les convaincre. Et c'est pas facile. Oui. Est-ce que c'est le même constat que vous avez fait? Pour ajouter, nous pouvons dire qu'il y a certaines difficultés parce qu'il y a beaucoup de personnes. La fois dernière, quand on sensibilisait au niveau de Aïdo-Gomé, au niveau de IPJ, en allant vers Atigangome, on a vu que certains nous demandaient si vous avez les cache-nez, donc moi je n'en ai pas, il faut nous donner. Et d'autres ne portent même pas le cache-nez. Et ce qui m'inquiète vraiment, c'est les responsables, ceux que tu trouves les responsables, que tu peux sensibiliser et pour qu'ils puissent aider d'autres personnes. Et aussi, arriver chez eux, ils laissent le cache-nez. Et après, quand on s'approche d'eux, ils disent, mais ça ne fait rien, la maladie là, c'est pour les Blancs. Et d'autres personnes aussi, ce qu'ils font, c'est de nous dire, voilà, le gouvernement a déjà débloqué les 400 millions, vous les avez bouffés, maintenant vous viendrez ici nous déranger. Donc, à ficher la paix. Donc, c'est certaines difficultés que nous rencontrons, mais comme le dit le président du Monde Solidaire, on essaie toujours patiemment, avec l'humilité, de les convaincre, de les essayer à comprendre que vraiment la maladie est réelle. Oui, et vous l'avez fait hier dans les locaux et bureaux de Radio Lomé. Vous avez pu désinfecter les locaux de Radio Lomé. Alors, dites-nous, avec quoi vous désinfectez ces lieux? Quand vous passez dans un lieu, avec quoi concrètement, avec quoi vous désinfectez les lieux? Nous avons vu que
le ministère de la Santé et l'OMS, comme les conseils qu'ils nous donnent, c'est d'utiliser le javel et le chlore. Donc tous les produits que nous utilisons pour la désinfection, c'est à base de chlore et javel. Et même si beaucoup de personnes vont sur le site de l'OMS, c'est ce qu'ils vont voir. Monsieur Hilan, oui. C'est pareil? C'est pareil, voilà. Tout à fait. Alors, et je reste toujours avec vous. Avant le Covid-19, que faisait votre association? Oui, avant le Covid-19, mon association œuvre dans le domaine de la santé. C'est bien Monde Solidaire. Monde Solidaire, voilà. Ça œuvre dans le domaine de la santé, l'éducation et puis l'environnement. Quant à ce qui concerne le domaine de la santé, nous avons un programme de dépistage du diabète et puis de la tension artérielle gratuitement à la population. On va dans les villages, on prend la tension, on prend la glycémie, on détermine le taux de chaque membre de la communauté qui vient et puis on leur établit une carte, on a un programme de suivi. Et nous avons entre autres un programme de parrainage des élèves. On l'a fait à Eke et à Ronouba. On a parrainé au moins 15 élèves. Et dans le domaine de l'environnement aussi, nous exerçons un peu. Disons, est-ce que vous n'embrassez pas trop de domaines? Oui, mais on essaie de faire, avec, oui. Voilà. Monsieur Dansou, et vous, que faisait votre association avant la pandémie du Covid-19? Merci. Notre association a un but de lutter contre la fièvre typhoïde et de l'éradiquer. Donc, nous avons 4 laborantins avec nous et qui sont des laborantins d'État. Et présentement, ce que nous recommande le ministère de la Santé, nous leur demandons de faire les analyses. C'est le séronosite de Vidal et Félix qui est recommandé. Mais présentement, nous avons vu qu'on recommande le corpoculture. Mais le corpoculture, c'est seulement le service d'hygiène qui le fait. Donc, on les envoie au institut d'hygiène de le faire. Et après, maintenant, si c'est positif, avec les taux, on les aide et on éradique la maladie. Et après ça, nous avons aussi des vieilles démunies. Certaines personnes que les gens ont abandonnées, surtout les vieilles. Nous voyons que beaucoup de personnes, s'ils arrivent à leur dernier moment, par exemple, à l'âge de 75 ans en allant, beaucoup de personnes les jugent des sorciers parce qu'ils ont des maladies d'Alzheimer et ils ne raisonnent pas correctement, ils oublient des choses. Donc on les aide, on les accompagne et on fait savoir aux gens que vraiment il ne faut pas les délaisser, il faut qu'on les aide. Maintenant, si nous avons des soutiens, nous avons des petits trucs, des médicaments, des vivres que nous les donnons en les accompagnant. Et comme qui parle de la fièvre typhoïde, je dois lutter contre la saleté. Donc nous essayons aussi de sensibiliser la population à respecter les normes d'hygiène et d'assainir le milieu. Donc c'est ce qui a fait que quand le problème du coronavirus est arrivé, ça fait partie aussi de l'assainissement et nous avons pensé accompagner la population. Et je rappelle à nos fidèles auditeurs que nous sommes dans ce studio avec M. Dansou Kossi. Il est le président du Centre de la médecine naturelle d'Igbodi et M. Komla Ehilan, président de Monde Solidaire. Alors, depuis l'apparition du Covid-19 et depuis que vous avez commencé à mener vos activités, est-ce qu'à mi-parcours, vous pouvez dresser un petit bilan? Monsieur Dansou. Oui. Le bilan que je peux dresser, c'est jusqu'aujourd'hui, nous avons fait de nos mieux et nous continuons toujours à œuvrer dans la sensibilisation. Le territoire est vraiment vaste. Donc, ce que nous avons fait comparativement à ce qui est devant nous, c'est le peu. Donc, nous continuons. C'est pourquoi nous avons demandé au ministère de nous pousser un peu. Et donc, on nous a accordé jusqu'à juillet et de continuer toujours notre sensibilisation. Et Monde Solidaire? Oui, et comme il vient de le dire, c'est ça, on essaie de faire de nos mieux. À peu près, on peut avoir, les personnes qu'on a touchées, on peut avoir au moins 300 personnes et à qui on a passé l'information. C'est à peu près ça, quoi. Bien, pourvu que le message soit passé. Tout à fait. Alors, et nous tirons à la fin de cet entretien. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de nos auditeurs, M. Hilan? Oui,
c'est demander à la population de prendre au sérieux ce problème de Covid-19, de prendre les mesures imposées par le gouvernement et l'OMS pour pouvoir protéger eux-mêmes leur santé personnelle, leur santé de la famille, et puis essayer de voir comment faire pour être en bonne santé. C'est tout ça. Monsieur Dansou, votre mot de fin? Oui, ce que je peux dire, ça concerne nous tous, je ne peux pas dire, c'est à la population. L'heure est grave. Donc nous devons comprendre que la maladie est réelle. Donc faisons notre possible de respecter les mesures barrières, de se laver les mains, tous les conseils que nous donnent les ONG, les associations, les ONG, le gouvernement et l'OMS, de le respecter. Sinon, si une personne a la maladie, c'est toute une population. Donc je vais continuer toujours à leur demander humblement de les respecter. Voilà, et le respect des mesures barrières et gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus. Nous disons merci à nos invités et que leur sensibilisation atteigne les cibles qu'ils ont désignées. Depuis 2007, des inondations de plus en plus dévastatrices consécutives à des pluies diluviennes affectent plusieurs zones du territoire national et chaque année, le phénomène n'est pas différent des autres. Cette année, les précipitations qui ont commencé déjà depuis quelques semaines promettent de lendemains plus ou moins difficiles jusqu'ici. La gestion de ces inondations s'est limitée presque essentiellement aux actions humanitaires d'urgence, bien que le gouvernement manifeste sa préoccupation constante à la question. Quelles peuvent être les causes de ces inondations? Madame Yaya Sedatou, directrice de la planification des opérations d'urgence à l'Agence nationale de la protection civile, ANC. La première cause, c'est la pluviométrie excessive. Soit elle dure dans le temps, soit elle ne dure pas, mais elle est intense. Ça provoque des saturations dans les bassins et ça provoque le débordement des cours d'eau. Donc déjà, les zones vulnérables dont on appelle les bassins, c'est-à-dire les plaines alluviales, les bords de cours d'eau, quand cette pluviométrie excessive, elle provoque ces débordements et ceux qui sont aux environs, les populations environnantes, sont impactés par ces inondations. La deuxième cause, le mauvais entretien de nos caniveaux, de nos ouvrages d'assainissement. C'est vrai, la pluie, elle tombe intensivement, elle tombe aussi dans un temps, mais si ces caniveaux-là, les conduits aussi sont bien aérés, rapidement, ce qu'on a prévu, ça conduit vers les fleuves, les cours d'eau qui peuvent nous minimiser la destruction. On ne peut pas aussi minimiser le coût qui va tomber sur nous, mais ça aussi entraîne les inondations dans nos agglomérations. Il y a la dégradation de la vulnérabilité, qui est aussi une des causes des inondations, puisqu'elle va entraîner les changements climatiques, des changements climatiques aussi, les catastrophes qui vont venir, dont l'inondation. Il y a aussi la mauvaise occupation de l'espace, qui est aussi une cause de ces inondations. Donc cette mauvaise occupation des sols entraîne aussi les inondations. Si aujourd'hui on a un schéma directeur d'aménagement, c'est bien dédié. Il y a certaines places qui sont dédiées à l'agriculture, certains domaines qui sont dédiés aussi aux habitations. Bon, maintenant, c'est ça qui aggrave aussi cette situation. Quand vous occupez le passage de l'eau, il va vous envahir tôt ou tard. Madame Yaya Sedatou, directrice de la planification et des opérations d'urgence à l'Agence nationale de la protection civile, ANPC. Il apparaît donc nécessaire pour prévenir et éviter de telles catastrophes de mener une vraie sensibilisation des masses et d'élaborer des véritables programmes pour la réhabilitation et la reconstruction post-inondation. Même si parmi les causes de ces inondations, plusieurs sont celles-là qui sont difficiles à maîtriser, leur prévention tient à des comportements responsables et civiques. Monsieur Akobode Nelson, directeur de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires à l'ANPC. Une bonne gestion de l'espace, de notre environnement, nous éviterait les inondations. C'est clair, nous sommes dans un quartier, nous devons respecter les sites de dépotoir indiqués par l'autorité, destinés pour accueillir les ordures. Si nous ne le faisons pas, c'est que nous allons retrouver ces ordures-là dans les caniveaux.
Même si je ne vais pas jeter dans un ouvrage de drainage et que je jette l'ordure à côté de ma clôture et je dis non, c'est à côté de ma clôture, le vent vient emporter, l'eau vient emporter et l'amène dans les canaux de drainage. Et donc, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal de coopératives, pas mal d'unités de collecte d'ordures qui vraiment ne coûtent pas grand-chose par ménage ou par foyer, qui procèdent au ramassage de l'ordure. Mais c'est clair, nous devons vraiment nous abonner pour la collecte de ces ordures. Pour peu que ça ne coûte pas grand-chose, on se sacrifie un peu pour éviter les inondations. Et donc, ces dispositions sont là pour faciliter. Je crois que le gouvernement accompagne, appuie, bien sûr, organise ces organisations avec, bien sûr, des dispositions qui sont prises. Au-delà de ça, avant la saison pluvieuse, il faut toujours vérifier son environnement. Est-ce que mon environnement, après la saison passée, n'a pas été affecté? Je vérifie tout. Ma fondation, est-ce qu'elle tient? Est-ce que je ne suis pas installé dans une zone inondable? Les zones inondables, comme Madame l'a cité, lorsque je vais aller m'installer dans le lit d'un cours d'eau, souvent ce qui arrive, on s'installe par exemple dans un bras mort. Un bras mort, c'est que le cours d'eau n'est pas actif. Ça s'est séché, ce bras du cours d'eau, où c'est un petit affluent ou un ruisseau qui s'est séché, on prend le terrain, on construit. Dès qu'il y a un retour de temps humide, la saison elle est humide, ce bras mort reprend vie. Et quand il reprend vie, vous avez construit, l'eau vient vous envahir. Et cette situation, vous allez la voir, comme Madame l'a cité, dans beaucoup de zones, Fidoupi, vous allez à Diablé, à Vepozo, et ça, c'est par rapport au cours d'eau, la rivière Zio. Il y en a plein également autour du lac Togo, et pourquoi pas même la lagune, notre lagune ici, il y a plein de concessions sur ce trajet-là. Et donc, c'est de vérifier, est-ce que éventuellement, il y a des services qui sont bien sûr en charge. Si on n'est pas en mesure de le faire, il faut s'approcher des services de l'État, qui sont réputés. Je veux citer par exemple le service de la cartographie. Il faut s'approcher de ce service. Le service en charge de la distribution parcellaire. Il faut s'approcher de ce service pour savoir si je peux acquérir une parcelle ici et construire. Ces services, le gouvernement a mis ces services-là pour pas mal de travail à faire. Il faut aller vers ces services et non se contenter seulement des géomètres qui sont bien sûr à la recherche parfois de gains faciles qui conduisent ces acquéreurs de parcelles dans des erreurs. Donc ça c'est très important. Avant, je n'ai pas encore une parcelle, j'ai un projet d'acquérir une parcelle, il faut que j'aille vers ces services-là pour m'en assurer si je peux acquérir. D'accord. Dans de matériel informatique hier au ministère en charge de l'environnement, évalué à environ 35 millions de francs CFA. C'est un geste du programme des Nations Unies pour le développement qui vient rapprocher les services du dit ministère à travers l'éthique. Odette Pira.
Ce matériel est composé des ordinateurs de bureau, des packs Microsoft Office, des logiciels antivirus, des écrans d'ordinateur, des copieurs et des tonnerres. Cet appui vient renforcer la communication entre les différents services et assurer la migration de certains logiciels. Le ministre Wonu Olatokun, en charge du ministère de l'Environnement, a salué l'initiative et présenté sa gratitude au PNUD. Ce matériel, d'abord, permettra de nous rapprocher de nos services déconcentrés. En parlant de services déconcentrés, nous avons 5 directions régionales, nous avons 39 directions préfectorales. Pour être en lien avec ces services déconcentrés, nous avons besoin du matériel informatique, de manière à pouvoir communiquer en un temps record avec nos responsables des services déconcentrés, de manière à ce que nous puissions travailler en réseau. Et c'est pour cela que je suis heureux que ce matériel informatique permettra à notre ministère d'assurer la migration de certains logiciels que nous voudrions implémenter. Pour le PNUD, il s'agit d'appuyer le ministère pour une gestion durable de l'environnement dans le respect des accords de Paris sur l'environnement. Aliou Diamamadou, représentant résident du PNUD au Togo. Nous travaillons avec le ministère de l'Environnement sur tout ce qui est la mise en œuvre des accords de Paris sur les changements climatiques. Et ça, c'est extrêmement important, puisque le pays s'est engagé. Il y a une contribution nationale déterminée qui a été développée. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, et tous les pays d'ailleurs sont en train de réviser leur contribution nationale. Le Togo doit faire sa révision en 2020. Donc du coup, le PNUD a monté un petit projet de $500 000 pour accompagner le gouvernement et le pays à réviser la contribution nationale déterminée. Donc on a un projet en cours sur ça. Nous avons des projets sur l'énergie, nous avons des projets importants sur les écovillages. Un deuxième lot de matériel est attendu avant la fin de l'année. Le corps inanimé d'un individu, une quarantaine environ, a été découvert le mercredi 23 avril 2020 dans le quartier Adapamé. C'est un acte crapuleux suffisamment grave, indique un communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui a diligenté une enquête. Henri Ochocho. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique. Le mercredi 23 avril 2020, aux environs de 5 heures du matin, la gendarmerie a été saisie de la découverte d'un cadavre devant une maison d'habitation au quartier Adapamé à Lomé. Une équipe de la brigade territoriale d'Ahadji Kota, assistée d'un infirmier du centre médico-social d'Adapamé, requis s'est aussitôt transporté sur les lieux. Selon les éléments recueillis, des constatations faites sur place en présence de la famille et du chef quartier, il ressort qu'il s'agit du corps du nommé Kwatuati Afangbon Dodi, âgé de 40 ans environ, revendeur de portables au TP3 au port autonome de Lomé de son état, marié et père d'une fille. L'examen du corps relève des hématomes sur tout le corps, laissant présumer des sévices corporels au moyen de bâtons dont aurait été victime le défunt. En outre, des informations recoupées sur les lieux font état de ce que la victime qui dormait avec son épouse serait sortie aux environs de 23 heures dans la nuit du 22 au 23 avril 2020 pour ses besoins à proximité de son domicile. Ayant constaté l'absence prolongée de son époux, la femme a alerté vers 2 heures du matin les voisins qui, malheureusement, ne pouvaient entreprendre des recherches du fait du couvre-feu. Ce n'est que le lendemain, aux environs de 5 heures au petit matin, que le corps inanimé de l'intéressé est découvert devant la maison. Il s'agit là d'un acte crapuleux suffisamment grave qui mérite d'être très rapidement élucidé. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente au nom du gouvernement ses sincères condoléances à la famille éplorée. Il a instruit la gendarmerie nationale de mener une enquête diligente pour retrouver dans les plus brefs délais les auteurs de cette barbarie. Il rassure enfin la population que toutes les personnes impliquées dans cette barbarie répondront de leurs actes devant la loi et ce, qui qu'elle soit. Fait à Lomé le 24 avril 2020, le général de brigade Damham Yark.
lutte contre le paludisme, la communauté internationale célèbre ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. La maladie a frappé 228 millions de personnes en 2018 et en a tué 405 000, des chiffres élevés qui pourraient l'être encore plus en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Clarisse Tambité. Plus de 700 000 morts du paludisme en 2020. C'est le sombre pronostic de l'OMS si jamais les programmes de prévention de la maladie venaient à pâtir de la pandémie de Covid-19. Avec 93% des cas et 94% des décès, le continent africain est particulièrement vulnérable. Cette année, alors que la journée mondiale de lutte contre le paludisme approche, les pays se battent pour faire face à la pandémie de Covid-19. L'OMS souligne qu'il est crucial de maintenir les efforts destinés à prévenir, à détecter et à traiter le paludisme en appliquant les meilleures pratiques pour protéger les agents de la santé et les communautés de l'infection par le virus de la COVID-19. À l'occasion de cette journée, l'OMS s'associe pour en finir avec le paludisme afin de promouvoir zéro palu. Je m'engage, une campagne de terrain qui vise à ce que le paludisme reste une priorité politique, à mobiliser des ressources supplémentaires et à donner aux communautés les moyens de prendre en main la prévention et la prise en charge de la maladie. Entre 2000 et 2014, le nombre de décès imputables au paludisme a baissé de 40% au niveau mondial, passant de 743 000 à 446 000. Il est urgent d'agir pour relancer l'action mondiale contre le paludisme et c'est aux pays les plus touchés par cette maladie qu'il appartient de relever le défi. La campagne Zéro Palu, je m'engage, mobilise l'ensemble des membres de la société, à savoir les dirigeants politiques qui contrôlent les décisions politiques et les budgets publics, les entreprises du secteur privé qui bénéficieront d'une main-d'œuvre non touchée par le paludisme et les communautés touchées par la maladie. Ce qui est intéressant, c'est que l'Afrique a fait des progrès significatifs au cours des 20 dernières années. Pour la directrice régionale OMS Afrique, bien que le Covid-19 représente une menace majeure pour la santé, il est essentiel de maintenir les programmes de prévention et de traitement du paludisme. Nous ne devons pas revenir en arrière, affirme-t-elle. Clarisse Tambité, le Togo gagne 5 nouvelles places dans le classement mondial RSF 2020 de la liberté de la presse et se classe 111e sur 180 pays et 14e sur le continent africain. Notre pays poursuit ainsi sa dynamique positive sur le plan mondial en termes de tolérance à la liberté de la presse. Même si le classement RSF 2020 fait apparaître une légère amélioration, la proportion des pays en situation critique a augmenté par rapport à 2019. En bas du classement, on retrouve la Corée du Nord, le Turkménistan et l'Érythrée. Le trio de tête regroupe la Norvège, suivi de la Finlande et du Danemark. Qu'est-ce qui a milité en faveur de la performance du Togo et que faut-il entreprendre pour maintenir la barre? Monsieur Armiyao Tchanyao, président du CONAP, nous en parle dans cet entretien avec Gabriel Aïn. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Radio Lomé. Nous allons bien sûr parler liberté de presse, mais bien avant, ce n'est plus l'actualité aujourd'hui. Je vais parler bien sûr du coronavirus. C'est une triste réalité. Votre première réaction sur cette pandémie? Je voudrais, avant toute chose, dire que la pandémie du coronavirus a surpris le monde entier. Quand il faut parler, excusez-moi, entre griffes, des petits pays ou des petits continents, comme l'Afrique, y compris maintenant les pays occidentaux et l'Asie, nous dirons que le monde dans son ensemble a été surpris. C'est pour cela que, jusqu'à ce jour, le monde entier peine à combattre ou à venir à bout efficacement de cette maudite et méchante maladie qui ravage tout sur son passage. Nous allons parler maintenant de la liberté de presse. Comme je le disais, c'était en début de semaine. Le Togo gagne 5 points et se classe 71e sur les 180. Dites-nous, qu'est-ce qui a valu cela au Togo aujourd'hui? Je crois que le Togo, très tôt, a compris l'importance d'accorder la liberté dans son ensemble, la liberté dans sa globalité à ses populations. Nous avons un pays où, chaque jour que Dieu fait, les citoyens ont la langue dans la rue. Un pays où chacun est libre de dire ce qu'il pense sans en être inquiété. Et un pays où la presse
joue avec plénitude sa partition également sans en être inquiété. Vous avez un pays qui a attiré à travers le Conseil national des patrons de presse, l'institution internationale, le baromètre qui mesure la liberté d'expression dans tous les pays, je veux nommer Reporters sans frontières, avec qui il y a quelques mois, nous avons eu beaucoup de formations parce que le Togo ressemble à un modèle qui intéresse. Nous avons eu des formations non seulement à Palimé, mais également à Lomé où nous avons parlé, le journalisme d'investigation ainsi que la cybercriminalité. Nous sommes venus également apprendre avec Reporters sans frontières ce que c'est que les fakes et comment est-ce qu'il faut faire la différence entre les fakes, les réseaux sociaux dans le landerneau du monde médiatique dans le monde. Donc tout cet apprentissage qui a été fait, toute cette formation qui a été donnée par Reporters sans frontières à la presse togolaise a beaucoup joué. Parce que quand on apprend, on expérimente. Les journalistes togolais qui ont appris les béaba et tout ce qui concerne notre métier sont encore plus ou davantage aguerris et font bien leur travail. Je voudrais également dire que le ministère de la communication du Togo, les autorités togolaises laissent la main libre à la presse qui fait avec décence son travail et c'est tout cet ensemble qui est aujourd'hui une victoire de tout un peuple. La victoire, elle n'est pas seulement à Fort Gnassingbé ni à son gouvernement, mais ce que nous gagnons aujourd'hui comme point va dans l'intérêt de la démocratie togolaise qui vient de très loin. Je voulais poser peut-être une question un peu plus devant, mais là ça m'amène à faire la transition. La liberté elle est acquise, c'est pas un secret pour vous, il y a l'alternative, fraternité et liberté qui sont sanctionnées, si je peux m'exprimer ainsi, par la HAC. Est-ce qu'il n'y a pas paradoxe? Ou qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'il y ait ça, mais nous avons gagné 5 points? Je crois qu'il faut comprendre avant tout que c'est avec regret que moi, Tchaniao, en tant que président du Conseil national des patrons de presse, je précise tout le temps, quand j'en ai l'occasion, que le CONAP reste et demeure l'organisation patronale ou professionnelle de notre pays, le Togo, qui est représentée dans toutes les préfectures de notre pays. J'ai dit ici que c'est avec regret que j'ai appris les sanctions infligées à nos confrères et je compatis avec eux quant à ce qui concerne la peine et les difficultés qu'ils ont dû traverser durant toutes ces périodes-là. Je voudrais ici dire à tous ceux qui nous écoutent que lorsque nous avons eu ces nouvelles, en tant que patron des patrons, nous n'avons pas dormi sur nos lauriers. Nous avons fait des démarches administratives, aussi bien chez les intéressés que chez l'institution qui est la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel. Et nous avons pu voir et mesurer ou jauger tout ce qui a milité à ce que nos amis soient sanctionnés. Je prends un seul exemple pour dire que, non pas pour soutenir l'autorité, je veux parler de la HAC, mais je crois que, à quelque part, il y a eu des malentendus entre la HAC, l'institution, et les concernés. Nous profitons de vos micros, la radio mère, la radio Lomé, pour appeler tous les confrères à plus de calme, à plus de retenue et, comme ils le font déjà si bien, à plus de professionnalisme. Je voudrais également appeler les autorités de ce pays à comprendre que ce que nous jubilons aujourd'hui, ce que tout le peuple togolais salue aujourd'hui, nous parlons des points que le Togo a gagnés. Près de qui? De Reporters sans frontières, qui reste et demeure jusqu'à ce jour le seul crédible baromètre qui mesure la liberté d'expression du pays et de tous les pays de ce monde, de comprendre que on doit faire preuve ou prendre de la hauteur et faire au maximum économie de ces sanctions pour que le Togo, notre pays, puisse aller de succès en succès. Il y a un adage de chez moi qui dit « Aussi bien qu'on pleurera le poussin, qu'on pleure également l'épervier ». Alors, que faire aujourd'hui pour qu'on gagne plus? Pourquoi pas dans les années à venir? Tout simplement, je voudrais dire qu'il y a un apprentissage qui nous manque. C'est vrai que nous sommes dans la fièvre de la pandémie du coronavirus, mais en tant que président du Conseil national des patrons de presse et avec mes collègues des autres organisations professionnelles, nous sommes en train d'envisager juste l'après-coronavirus pour nous auto-censurer ou pour nous auto-critiquer et faire en sorte que dorénavant, la presse togolaise comprenne, elle aide chacun à jouer le rôle qui est le sien. Par endroits, certains comprennent. Nous avons des confrères, fort malheureusement, qui croient que le journaliste, c'est quelqu'un qui a tout permis. Il peut dire tout de l'autre sans que l'autre ne bronche. Il peut manipuler,
il peut raconter des choses vraies ou invraisemblables sans que l'autre ait à petite marge pour dire quoi que ce soit. Donc nous allons travailler à ce qu'on comprenne que nous sommes avant tout sous la tutelle d'une république et que cette république a ses lois et que cette république a surtout ces institutions que nous devons respecter. Je rappelle en passant que le président Obama, en son temps, a rappelé à l'Afrique tout entière de faire en sorte d'avoir des institutions fortes. Et non, des hommes forts. Des hommes forts. Je ne comprends pas comment on peut nous-mêmes travailler à mettre sur pied ou des associations, ou des organisations, ou des institutions, et qu'on leur manque de respect. Et je ne vois pas que c'est normal que les institutions, quand elles sont mises sur place, qu'elles tentent également d'abuser du pouvoir que nous, citoyens, dans le domaine qui nous concerne, on leur a conféré. Donc c'est tout cela qu'il faut travailler après Covid-19 pour qu'on puisse avoir une atmosphère sereine pour mener à bien les travaux, surtout dans le domaine qui est le nôtre, les médias. Les médias, vous en avez parlé, et après Covid, il y a tout un travail qui sera fait. Maintenant, pendant que Covid est là, qu'est-ce que le CONAP a fait jusque-là? Je crois que je ne vais même pas parler au nom du CONAP, mais je vais parler de vous et moi et de l'ensemble des médias du pays. Oui. Vous savez que quand Covid est arrivé, je disais tantôt que Covid a surpris le monde. Il a été dégagé un constat indéniable. Celui qui dit qu'on ne peut que combattre le Covid à travers la sensibilisation. Et quelle est cette sensibilisation? C'est une sensibilisation à distance, où les autorités, les techniciens ou qui que ce soit ne peut aller organiser un meeting pour parler à la population ou au peuple des profondeurs. Donc, cette sensibilisation ne peut se faire qu'à travers les médias. Les médias. Je veux parler de la radio, de la télé, des presses en ligne, des médias papier, qui sont les journaux communément que nous appelons. La sensibilisation du corona passera et passe toujours par là. Donc, ça veut dire que le CONAP et l'ensemble des journalistes du Togo, tous les Togolais qui m'écoutent aujourd'hui le savent, il y en a qui se sont transformés même en sensibilisateurs, qui ont maîtrisé les paramètres des mesures barrières à respecter, qui ont d'ailleurs fait des recherches et qui les restituent au peuple togolais dans toutes les langues, en français, en moba, en kotokoli, en mina, en naoudem, en tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez dans le dernier village le plus reculé de notre pays, vous savez que les populations savent qu'il y a une maladie, elle s'appelle coronavirus. Il y a des vieilles, à défaut de le prononcer bien, qui disent colonel virus, commandant virus, je ne sais comment. Mais est-il que le travail média est à une hauteur 100% et qu'aujourd'hui, je me permets, à travers vos micros, de tirer chapeau à toute la presse togolaise que je salue en passant. Mais je ne peux également me retirer de ce studio sans aussi jeter des fleurs au personnel soignant de notre pays qui fait du travail sacerdotal, mais en plus bien professionnel. Au risque de leur vie. Au risque de leur vie. Je profite également pour encourager le gouvernement togolais pour tout l'effort qu'il est en train d'abattre. Parce que le gouvernement togolais a pensé à la presse. Le gouvernement togolais a pensé aux couches les plus vulnérables de notre pays. Mais au même moment et exceptionnellement, c'est une première, le gouvernement togolais a fait diligence et a mis la totalité de l'aide de l'État à la presse. Elle a dégagé et qu'aujourd'hui, il y a un appel qui a été fait pour que nous puissions postuler et que les ayants droit puissent rentrer dans ce fonds que très souvent nous prenons vers la fin de l'année. Je voudrais rappeler à tous que lorsque arrive une question de pandémie ou une question de développement, je crois que toutes les barrières, toutes les mésententes, toutes les querelles doivent se taire. Donc ici, et maintenant, chapeau à tous les Togolais. Mais je voudrais profiter également pour dire qu'il n'y a pas de raison que nous fléchissons. Tous les Togolais doivent continuer par porter les bavettes, ce que nous appelons communément cache-nez. Il faut les porter. J'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup inspiré, la ville de Hong Kong. Cette vidéo nous a édifiés et nous a fait comprendre que le meilleur combat contre le coronavirus, c'est de porter les cache-nez. Hong Kong n'a pas été confiné. Hong Kong n'a eu que 400 cas et à peine avec 4 ou 5 mois. Mais Hong Kong vit. Vivement que les Togolais s'approprient le port de cache-nez pour que d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, on sente 0 cas de coronavirus dans notre pays, sur la terre de nos aïeux. Hong Kong, malgré la population que nous connaissons, s'est tiré d'affaire, entre guillemets, parce que les gens ont compris qu'il faut mettre le cache-nez. Et vous l'avez également souligné, nous devons dire chapeau à tout le monde, puisque là, aujourd'hui, nous avons plus de cas guéris du corona que de cas actifs. Alors,
Pour finir, Arimi Achanyao, le 27 avril, c'est lundi, le Togo fête 60 ans. 60 ans, il faut dire que le Togo vient de très loin. Le Togo, nous l'avons connu, peut-être moi personnellement, par rapport à mon âge, à la mi-temps. Mais depuis la mi-temps jusqu'à aujourd'hui, pour moi, je vois un Togo prospère, je vois un Togo plein d'avenir, pourvu que les Togolaises et les Togolais aient confiance en ce qui se fait. La nature nous a imposé un rythme de nous amener à fêter le 27 avril en plein confinement. Que chaque Togolaise et que chaque Togolais reste chez lui et qu'il prie également pour le bonheur, pour la fin Covid, pour la prospérité de notre chère nation, si vraiment chacun se sent interpellé par la fibre patriotique. Monsieur le Président, fructueux temps de prière et de jeûne à nos amis musulmans. Oui, moi-même je suis El Hadj et je profite également pour dire à tous les musulmans que le confinement reste également un bon produit pour être concentré en ces moments de chasteté et être très proche du Seigneur. Et je crois, puisque j'ai la foi, que c'est durant ce carême qu'on verra la fin du coronavirus au Togo et partout dans le monde. Inch'Allah. Inch'Allah, Monsieur le Président, merci. C'est moi qui vous remercie et merci à toutes et à tous ceux qui nous ont écoutés. Écho du Palais, le nommé Kodjo Eric a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle, doublé d'une amende de 3 millions de francs CFA. Il a été accusé d'interruption volontaire de grossesse ayant entraîné la mort. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Les faits remontent au 2 mai 2012. Le nommé Kodjo Eric, né en 1993, demeurant à Damavo, célibataire sans enfant, a conduit mademoiselle Bablavi Dado, sa compagne, qui était en état de grossesse, au cabinet médical Secours médical Jésus Sauve, en vue de la faire avorter. Malheureusement, l'opération a mal tourné et a entraîné la mort de celle-ci. Suite à ce drame, Kodjo Eric, ensemble avec le nommé Kossi Maouli, transportèrent le corps de la victime pour l'inhumer clandestinement à Mayakopé dans la nuit du 4 mai 2012 aux environs de 1h du matin. Les nommés Ruben et Maouto ont pour ce faire apporté leur concours à leur ami Kodjo Eric lors de cet enterrement. La maman de la victime, la nommée Adjete Missiafan, étant restée sans nouvelles de sa fille Blavidado, a saisi à cet effet l'unité de gendarmerie de la brigade de Baguida à Lomé. Les recherches menées ont abouti à l'interpellation le 24 mai 2012 du nommé Kodjo Eric qui a été déféré et inculpé d'interruption volontaire de grossesse ayant entraîné la mort et complicité, les autres ayant pris la fuite. En enquête préliminaire comme à l'instruction, le nommé Kodjo Eric a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle plus une amende de 3 millions de francs CFA. L'accusé étant très jeune au moment des faits, l'avocat, Maître Amenyi Nouteko, pense que la Cour devait en tenir compte. Le parquet maintient qu'il avait 18 ans. Nous disons qu'il avait 17 ans. Cette différence d'un an là, en tout cas, ce que cela ne remet pas en cause, c'est qu'il était très jeune au moment des faits. Donc ce sont des circonstances dont nous avons voulu que la Cour tienne compte au moment de sa décision, mais malheureusement, elle n'en a pas tenu compte. Le parquet général l'a bien remarqué et avait requis une peine de 6 ans. C'est vrai que la Cour n'est pas liée par les réquisitions du parquet, mais le parquet qui a pris la peine de fouiller le dossier, même si nous ne nous sommes pas entendus sur l'âge de l'accusé, a quand même tenu compte de l'ensemble de ces circonstances atténuantes pour requérir 6 ans. Donc que la Cour dise non à l'unanimité qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes, j'avoue que je tombe des nues. Il faut noter que les 3 autres accusés, toujours recherchés suivant un mandat d'arrêt, sont aussi condamnés à 10 ans de réclusion criminelle. Revue de presse à présent, la riposte à la pandémie de coronavirus se poursuit sur tous les fronts, aussi bien social que sécuritaire. Une crise post-électorale avec l'arrestation du candidat malheureux à la dernière présidentielle, Gabriel Mensah Agbeom-Kodjo. Tous ces sujets font la une des journaux cette semaine. Revue de presse avec Léontine Atogima. Tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, Agbeom-Kodjo, arrêté à son domicile, écrit Ouara les vainqueurs.
Quel sort pour le président autoproclamé s'interroge vérité des peuples. Agbemi Kodjo entre les mains du SRIC, fin d'un feuilleton électoral contesté au Togo, note Arakiri. L'audience renchérit. Après avoir tiré sur la corde, le candidat malheureux se fait arrêter et conduit au SCRIC. Canal 2 se demande si c'est vraiment la fin du feuilleton. Après Agbemi Kodjo, Fulbert Atisso et Brigitte Adjamago, dans le collimateur de la justice, ajoutent l'éveil de la nation. Les principales figures de la dynamique Podro à la barre rajoutent l'humanité. Agbemi Kodjo et la dynamique Podro amenée afin à répondre devant les juridictions trouvent l'union pour la patrie. Selon le bi-hebdomadaire, pendant 2 mois, Gabriel Messan Agbemi Kodjo, candidat malheureux de la dynamique, Monseigneur Podro à la présidentielle du 22 février 2020, aurait brillé dans le jeu de la provocation. Investiture et adresse aux forces de défense avec symbole et emblème de l'État, nomination d'un Premier ministre, d'un ministre des Affaires étrangères, publication de décrets avec en tête de la République, création d'un portail officiel de gouvernement sont des actes que le procureur de la République a qualifiés d'une extrême gravité et de nature à troubler indubitablement l'ordre public et à mettre en danger la sécurité publique. Abondant dans le même sens, Togo Réveil indique que l'interpellation de Agbemi Kodjo intervient après son refus délibéré de répondre aux différentes invitations du service central de recherche et d'investigation criminelle. Menacé de prison, Agbemi Kodjo baisse le ton et plaide pour un règlement politique, relate l'Indépendant Express. La dynamique Podro dans la tourmente, Kodjo dans les mains de la gendarmerie. Jean-Pierre Fabre menace de traduire Monseigneur Podro en justice, nous annonce Kamgou. Le libéral renchérit, l'ENC donne un ultimatum à Podro, 13 jours pour apporter les preuves de ces allégations. Covid-19, mobilisation du Fonds de riposte et de solidarité, le gouvernement invite toutes les bonnes volontés à réagir, écrit Nouvelle Opinion, qui indique plus loin que le Togo peut compter sur l'appui du FMI. Rué vers Novici, le programme d'entraide aux couches vulnérables, où sont passés les milliards du développement à la base, questionne la dépêche. Du compte fait, le Togo reste de plus en plus engagé dans la lutte contre le coronavirus, répond Kamgou. Et ce sera avec l'accompagnement de l'Union européenne, car elle va consacrer plus de 13 milliards de francs CFA pour soutenir le Togo dans cette lutte contre la pandémie. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, c'est donc ainsi que s'achève cette édition plurielle de ce samedi. Merci de nous avoir suivis et voici pour clôturer magazine sensibilisation. Aujourd'hui, comment cuire nos aliments et quelle hygiène pour éviter une éventuelle contamination coronavirus. Rubrique sensibilisation donc, c'est avec Alice Barandao. Face à toutes les épidémies virales en général, nous devons mener une bonne hygiène pour éviter leur contagion. En cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, en plus de l'observance des mesures barrières, les experts nous exhortent à la bonne cuisson de nos aliments. Dr Hassan Simon-Pierre, épidémiologiste, membre de la cellule de riposte contre le coronavirus au Togo. L'hypothèse que la maladie viendrait de certains aliments recommande à ce que il faut que les aliments soient bien cuits, les viandes, les poissons, les crabes, les crevettes, etc. soient bien cuits avant d'être consommés. Et la bonne nouvelle, c'est que ce virus, même le coronavirus, est sensible à la chaleur. Déjà, à 50-56 degrés, le virus est mort. Donc, il faut cuire nos aliments parce que l'eau qui bout, c'est déjà 100 degrés. Ça veut dire que si ça reste à 100 degrés pendant un temps, nous sommes sûrs d'avoir bien cuit nos aliments. Quoi qu'il en soit, devant certains symptômes comme la forte fièvre, la toux et les difficultés respiratoires,
restons à la maison et appelons le numéro gratuit, le 111, pour que le personnel soignant indiqué vienne nous prendre en charge adéquatement. Docteur Simon Pierre rassure. Si il y a une suspicion devant tout cas suspect, il faut rapidement informer le personnel du centre de santé le plus proche pour dire nous avons un cas suspect ici, et le personnel de santé ira avec les démarches techniques dire si c'est un cas vrai ou si ce n'est pas un cas. Voilà l'essentiel des comportements recommandés pour éviter qu'on attrape le coronavirus. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Radio Lomé, tout le système solaire. Gardez l'écoute. La pub.